Bonjour Nicolas Ellis. Bonjour Lorraine. Oui, ça fait plaisir de vous accueillir au TNM. On est vraiment très contents. C'est un baptême. Un baptême sur la scène du TNM. Je suis déjà venu évidemment voir des pièces de théâtre ici, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion d'être sur la scène. Et donc, si vous avez vu des pièces de théâtre, j'imagine que vous avez remarqué qu'une des signatures du TNM, c'est vraiment l'intégration de la musique à la poésie du texte et au jeu des acteurs. Alors, c'est ça qu'on vit ensemble en ce moment avec Pierre et Leloup. Mais avant d'aborder le travail que l'on fait, qui est de courte durée, très intense, mais qui donne, bien sûr, le résultat dont, je crois, Prokofiev aurait été assez fier. Hein? Ouais, je pense qu'on peut le dire. ben oui. Mais avant ça, moi, je suis intriguée par d'où est parti Nicolas Ellis pour s'intéresser à la musique et par la suite devenir chef d'orchestre, ce qui est quand même une ambition dans la vie d'un jeune homme assez importante, je trouve. C'est un beau défi à relever. Alors, c'est quoi l'origine de cet amour pour la musique? Ouais, ben moi, à la base, je suis pianiste. J'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans. Mes parents sont musiciens, donc ils voulaient m'initier, évidemment, à la musique. J'ai été au conservatoire de Saguenay. Après mes études au Saguenay, j'ai fait un bac à l'Université de Montréal en piano. Puis ensuite, pendant mon bac en piano, j'ai vraiment découvert puis développé un intérêt pour le répertoire orchestral, la musique symphonique. Puis les pianistes, on est souvent un peu isolés des orchestres. On n'a pas souvent l'occasion de jouer dans l'orchestre. Donc, ça restait encore un peu un mystère pour moi. C'était vraiment un inconnu, le milieu orchestral. Puis quand j'ai commencé à écouter, évidemment, les grands chefs-d'œuvre, que ce soit de Beethoven, de Tchaïkovski, puis j'ai vraiment commencé à écouter ça activement, j'ai vraiment développé une passion, puis commencé à créer des projets comme chef d'orchestre pour éventuellement, faire une maîtrise en direction d'orchestre à McGill, puis ensuite fonder un orchestre, l'orchestre de l'Agora, puis avoir une collaboration avec l'Orchestre métropolitain, puis l'Orchestre symphonique de Québec aussi. Mais justement, je suis curieuse d'entendre parler de ce défi qui est relevé de fonder un orchestre, qui est l'Orchestre de l'Agora, qui date déjà, donc de 2013. C'était quand même, je n'ose même pas demander l'âge que vous aviez quand vous avez fondé l'Agora, mais au départ, c'est quoi le répertoire? Pourquoi? Pour quelles raisons? L'idée, à la base, c'était de jumeler un désir de jouer de la musique et en même temps de s'impliquer socialement. Donc, au départ, tous les concerts qu'on faisait étaient associés à des organismes humanitaires. Donc, c'était toujours des événements bénéfices. Comme jeune chef d'orchestre, notre instrument, c'est l'orchestre. Donc, il faut aussi se créer des opportunités de diriger, de jouer de notre instrument, si on veut. L'idée, c'était vraiment ça, c'était de créer un orchestre à travers lequel les musiciens auraient cette implication sociale. Puis là, déjà, on commence notre 8e saison. Cet été, pendant la pandémie, on a présenté un concert à la Maison symphonique, alors qu'on pouvait seulement accueillir 50 personnes dans la salle. Puis on a décidé d'offrir les 50 places à des travailleurs et travailleuses de la santé. Ah, bravo! C'est pas très loin du théâtre, parce que si on regarde comment soit des auteurs, des metteurs en scène ou des acteurs, pour avoir aussi de l'emploi, du travail, mais aussi développer son propre langage, on va fonder aussi nos compagnies, on va les diriger, et petit à petit, ça va nous amener à diriger des orchestres plus établis. Alors, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de comparer le milieu de la musique avec le milieu du théâtre. Bien, c'est ça. Puis j'imagine qu'en quelque part, le métier de chef d'orchestre, il n'est pas très loin de celui de metteur en scène. Puis un peu aussi, je veux dire, comme les chefs d'orchestre ont appris un instrument, les metteurs en scène ont joué. Donc, comment ça s'est passé, cette transition-là, en fait? Très vite. Ça s'est vraiment passé vite parce que j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Et pendant qu'on était au Conservatoire, c'était à l'époque où il y avait des projets Perspective Jeunesse pour aider les jeunes étudiants artistes à travailler l'été. Et donc, le Théâtre national accueillait les étudiants du Conservatoire et on a pu faire des spectacles en été pour les gens de là-bas. Alors, c'est un quartier assez pauvre à l'époque. Donc, là aussi, on avait une mission sociale pour intéresser les jeunes
gens qui n'avaient pas accès au théâtre normalement à venir nous voir jouer durant l'été. Et déjà là, je faisais une mise en scène. Et déjà là, on a fondé une compagnie qui s'appelle La Rallonge, que j'ai dirigée collectivement pendant 15 ans, jusqu'à temps que je fasse vraiment un grand écart entre le théâtre et la télévision pour me retrouver il y a déjà 28 ans au TNM. Alors, tu sais, c'est beaucoup d'années qui m'ont permis justement de voyager entre toutes sortes de disciplines. Et moi, j'ai adoré ça. Je trouve que quand on fait ce métier-là, on a besoin d'avoir plusieurs cordes à son arc, sans faire de jeu de mots avec la musique. Et la musique, la troupe qu'on avait fondée était très, très présente. On avait des auteurs en résidence, compositeurs en résidence, des musiciens. Plutôt que de travailler avec une trame sonore, on travaillait avec des comédiens en chair et en os et des musiciens également en chair et en os sur scène. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on sait que c'est Yannick Nézet-Séguin qui devait diriger les 2 concerts que le TNM coproduit avec l'Orchestre métropolitain dans un cadre tellement exceptionnel qui est celui de nos salles qui ne sont pas toujours accessibles au grand public. Alors, ça nous permet de faire toutes sortes d'user, d'imagination pour arriver à créer ce lien-là entre le public et les artistes. Est-ce que Yannick est devenu un espèce de modèle de chef d'orchestre que vous vouliez atteindre à un moment donné? Bien, c'est sûr que oui, parce que d'abord, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai contacté Yannick quand j'étais encore aux études pour venir observer ses répétitions avec l'Orchestre métropolitain. Donc, en fait, ma relation avec l'OM et Yannick, surtout, remonte à quand même quelques années déjà. Éventuellement, il m'a invité à diriger un premier concert avec l'orchestre. Puis après ça, une collaboration est née un peu de cette relation-là. Puis je veux dire, Yannick, on le sait, je veux dire, c'est essentiellement le chef le plus important, au moins en Amérique du Nord. Puis certainement un des plus en vue dans le monde en ce moment. Donc c'est une fierté. C'est aussi un modèle vraiment inspirant pour des jeunes chefs d'orchestre comme moi qui sont encore au début de leur carrière. Oui, ça montre en fait que ça montre que tout est possible finalement là, quand on regarde ce que Yannick fait en ce moment. Mais moi, ce que je connais de Yannick, en tout cas, et c'est une de ses grandes qualités, et ça fait partie de sa mission aussi. C'est un mentor, malgré son très jeune âge finalement. C'est un mentor, c'est quelqu'un qui aime la transmission des savoirs. C'est comme ça que je le perçois aussi quand je vois l'implication de l'Orchestre métropolitain dans toutes sortes d'ateliers, activités pédagogiques. Il y a en plus d'être un bourreau de travail, vraiment. Il rayonne partout, comme tu viens de le dire, à travers le monde. Maintenant, je pense qu'on va se tutoyer. Ça va peut-être être mieux, Nicolas. Oui, avec plaisir. Ça fait 2-3 jours qu'on travaille ensemble quand même. Ça va compter dans notre expérience. Tu es collaborateur artistique de l'OM. Alors, évidemment, Yannick occupe une place très importante dans ta vie. Mais y a-tu d'autres modèles de chefs d'orchestre auxquels tu aspires? Je dirais qu'un modèle, certainement, un modèle vraiment important, c'est Leonard Bernstein. Ah, ben oui. Parce que, à part Yannick, évidemment. Ah, c'est ça! Parce qu'il va regarder ça, évidemment. Oui. Non, mais je trouve que c'est peut-être la figure la plus inspirante. Là, que je trouve qu'il y a un charisme qui se dégage de Bernstein. Puis c'est que quand on voit ces vidéos, que ce soit en concert ou même en répétition, on sent que chaque seconde, chaque instant est 100% dans la musique. Il n'y a pas un moment où on se dit « Ah, là, il est fatigué. » ou Des fois, on regarde ça, puis je suis comme épuisé pour lui parce que c'est comme l'énergie puis l'intensité qu'il donne dans chaque instant. Puis c'est aussi un pédagogue extraordinaire, un musicologue, un pianiste formidable qui a joué des concertos avec les grands orchestres. C'est lui qui a aidé à ramener aussi la musique de Mahler à Vienne, entre autres. Puis, donc, c'est vraiment... ça, je dirais que c'est vraiment un modèle, une figure incontournable. Une figure emblématique. Oui, tout à fait. Puis pour toi? Ah ben moi, écoute, j'ai vu beaucoup de ses mises en scène. On a même eu la chance de l'accueillir au TNM. C'est malheureusement, on doit dire feu Patrice Chéreau. Ah ouais. Patrice est un grand metteur en scène et il est venu faire un spectacle ici. Donc, j'ai gardé des liens d'amitié avec lui jusqu'à temps qu'il décède. Et donc, je suis allée à Aix-en-Provence quelques mois avant sa mort pour voir Electra, qu'il avait dirigé comme metteur en scène
de Strauss. Écoute, c'était... tu sais, quand tu dis que tu t'inclines devant une mise en scène d'opéra avec de la direction de chanteur, mais là, c'est incroyable ce que Clytemnestre arrivait à faire et ce qu'il faisait faire à Elektra, là. Écoute, j'en ai encore des frissons. Alors ça, c'est des sommets. C'est des sommets où tu te dis, ben, je pourrais pas... C'est parce qu'on n'a pas les mêmes passés, les mêmes formations, les mêmes expériences. Lui, il a fait beaucoup de cinéma, Patrice Chéreau. C'est le grand metteur en scène d'une certaine époque qui a dirigé le Théâtre des Amandiers pendant longtemps, qui a travaillé avec des acteurs très, très réputés. C'est cette espèce d'imagination qui frôle... C'est du génie pour moi, c'est vraiment du génie. Et ce que j'ai vu qui était extrêmement... émouvant ce soir-là, parce que je pense que les gens savaient qu'il était malade. Nous, on ne le savait pas, il n'a pas voulu être dans cette confidence-là, mais ils ont eu 18 rappels. Je les ai calculés, je les ai comptés, 18 rappels avec le metteur en scène, le chef d'orchestre, les chanteurs, les musiciens. Écoute, moi, j'ai rarement vécu ça à l'opéra, 18 rappels. Alors, il y aura 18 rappels dans les maisons pour Pierre et Leloup. Ça me permet d'aborder Pierre et Leloup parce que la question que je te poserais, c'est est-ce que tu avais déjà dirigé Pierre et Leloup, soit dans sa forme orchestrale complète, ou là, on a un quintet avant sur scène. Alors, est-ce que c'est ton premier contact avec l'œuvre de Prokofiev? J'ai déjà dirigé l'œuvre 2 fois dans 2 projets différents. Mais c'est la première fois que je fais cet arrangement-là pour quintet avant. Puis c'est vraiment intéressant parce que déjà, Pierre et Leloup en soi, il y a des extraits là-dedans qui sont demandés dans des auditions d'orchestre pour obtenir des postes. Là. Donc, parce qu'il y a quand même des passages qui sont virtuoses puis qui demandent, qui demandent de la dextérité, de la musicalité. Là, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, tous ces extraits-là sont encore là, mais en plus, les 5 musiciens doivent jouer ce que les cordes et même ce que parfois les percussions doivent jouer. Donc, ils ont vraiment les mains pleines. Oh oui, ils ont les mains pleines. Avec 6 comédiens qui jouent les personnages, dont Pierre, qui est joué par Benoît Brière, et tous les autres qui sont associés à un instrument de musique. Nous, on avait très hâte que tu arrives en répétition avec les musiciens et les musiciennes. Et là, on s'est dit, mais est-ce que Nicolas va nous donner les cues pour qu'on arrive correctement avec le texte? Et quand c'est arrivé, finalement, ça s'est vraiment bien passé. Il y a quelque chose qui a été compris rapidement. On blaguait en disant qui est le boss, en fait, dans Pierre et Leloup. Benoît Brière disait c'est Pierre. Après ça, on a dit non, c'est le chef d'orchestre, c'est Nicolas. Puis après ça, on a dit non, c'est Lorraine, la metteur en scène. Et donc, ces rapports d'autorité-là, c'est pas facile à définir. En général, ça se passe bien parce que, bon, on fait tous le même projet. Mais moi, des fois, ça me questionne, en tout cas, de dire comment il va en fait, répéter? Comment il va animer les répétitions? Et dans quelle direction, finalement? Alors, moi, c'est ça qui m'intriguait. Les acteurs étaient intrigués par les musiciens qui allaient arriver. Moi, j'étais intriguée par toi. Je me disais, comment on va s'entendre? Comment on va dialoguer ensemble? On ne s'était pas beaucoup parlé avant. Non. On a l'œuvre. Tu sais, l'œuvre existe. On n'était pas en création quand même, là. Mais je ne sais pas, toi, comment tu le vis? Bien oui, mais en effet, je trouve que c'est toujours intéressant quand on travaille avec des metteurs en scène. Il y a toujours une espèce de frontière. En même temps, je trouve que c'est... J'aime pas utiliser ce mot-là parce que je préfère quand on est vraiment dans l'échange. Puis, mais c'est vrai qu'évidemment, il y a des choses qu'on veut accomplir de mon côté avec les musiciens, de ton côté avec les acteurs. Puis, évidemment, il y a des choses qui influencent l'autre. Parfois, que ce soit la mise en scène qui influence la musique ou des fois la musique qui influence la mise en scène. Puis, c'est toujours de trouver l'espèce de balance où est-ce que on est toujours en train de servir l'œuvre. Puis, je pense que, comme tu dis, quand c'est l'objectif commun de tout le monde, là, si on a tous ça en tête, normalement, ça crée toujours une belle aventure, un beau projet, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment tout ça va se bâtir. Va se construire. En fait, on décolle, c'est un décollage, vraiment. Hein? Et moi, personnellement, je n'ai pas encore vécu l'atterrissage, alors on verra jusqu'où on se rend. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Lorraine. Puis on se retrouve très bientôt sur la scène du théâtre.